Il existe loin de nous un pays fermé au reste du monde. Cet endroit, c'est la Corée du Nord. Et bien que ça peut paraître surprenant, là-bas, il y a des gens comme nous. Des humains qui ont les mêmes besoins de tous les jours, tels que manger, dormir et regarder des films. Alors pour cette vidéo, je me suis procuré cette mallette qui contient 3 films qui ont été faits dans ce pays. 3 films nord-coréens qui ont non seulement une histoire intéressante, mais également un contexte de création très particulier qui risque de vous surprendre. Alors commençons directement par le premier film. Pulgasari. Ce film nord-coréen est sorti en 1985 et a été produit par, roulement de tambour, Kim Jong-il. Pour ceux qui savent pas, c'est l'ancien dictateur au pouvoir de la Corée du Nord. Aussi simple que ça. À cette époque, par contre, il n'était pas encore dirigeant du pays, c'était son père, Kim Il-sung. Donc il avait du temps le jeune pour produire des films. En effet, à ce moment, le fils du dirigeant du pays était le directeur de la division d'art et de cinéma du pays. Parce que c'était vraiment un passionné du cinéma. Il avait une collection de pas moins de 20 000 films et une équipe de 100 experts qui servaient seulement à traduire des films de langue étrangère en coréen. Son film préféré était Vendredi 13. Voilà. C'est une info un peu inutile, et cette passion, ça n'allait pas être inutile pour son pays. Parce que oui, le cinéma, c'est, selon son père, le moyen le plus efficace d'éduquer la masse. Donc en gros, faire de la propagande. En voyant le potentiel qui se trouve dans le cinéma, Kim Jong-il a décidé de mettre en place une stratégie pour mettre en valeur le cinéma nord-coréen. Il voulait faire des bangers. Bon, je vais pas vous spoiler, personnellement, je connais aucun film nord-coréen. En fait, j'en connais 3 et c'est grâce à cette vidéo. Avant de la faire, j'en connaissais aucun. Désolé Kim. Alors il a dû se creuser la tête pour trouver un plan d'action. Et pour ça, ce génie, il a regardé des films sud-coréens et il est tombé sur le réalisateur Shin Sang-ok, ainsi que l'actrice Choi Yun-hee, un couple célèbre en Corée du Sud qui avait déjà produit plusieurs succès. Il a donc saisi l'opportunité en leur proposant de venir travailler pour lui en échange d'un très bon salaire. Non. Évidemment qu'il a pas fait ça. En 1978, il a fait kidnapper le couple. Voilà sa solution de génie, comme ça ils allaient devoir travailler pour lui et permettre à la Corée du Nord d'acquérir une reconnaissance mondiale dans le cinéma. Après avoir travaillé pour Kim pendant plusieurs années et avoir réalisé 7 films, par peur de disparaître par magie, on se retrouve en 1985 lorsque le couple, en fait principalement Shin Sang-ok, doit réaliser un nouveau film. Un film qui deviendra par la suite l'un des plus gros succès du pays, Pulgasari. Un film sur un monstre géant semblable au Godzilla du Japon. Donc évidemment, ce sera pas par surprise, Sang-ok va dire ok à réaliser ce film. Mais notre réalisateur il avait pas le choix de toute façon. Sauf qu'il réussira au cours de la production du film à enfin fuir la Corée du Nord avec sa femme pendant qu'il était à un festival de cinéma à Vienne. Allez hop, après 7 ans, le couple était enfin libre. En réponse à cette évasion, un ego a été touché, celui de Kim Jong-il, qui décidera d'effacer toute trace de Sang-ok aux yeux du public, en effaçant complètement le nom du réalisateur de la création du film. Sur ce, eh bien, regardons-le. Je me demande si le film va être autant intéressant que son histoire. Ça me surprendrait, mais vas-y, on va voir. Pulgasari raconte l'histoire d'un petit village d'habitants qui se fait réquisitionner sous les ordres d'un nouveau roi au pouvoir. Ce petit village décide donc de se révolter, sauf que ça ne mènera à rien sauf d'emprisonner les membres les plus importants du village. Dans ces personnes, il y a un vieux forgeron, qui semble être le chef. Emprisonné, il est alors privé de nourriture et d'eau, et il finira par mourir de faim. Sauf que juste avant sa mort, sa fille est venue l'aider en lui apportant du riz, qu'elle lui a lancé comme si c'était un chien, vraiment. Avec ce riz, au lieu de le manger pour survivre, il a construit une petite statue de monstre. Bon, vraiment, il aurait dû manger, c'est pas fou comme sacrifice. Mais cette petite statue, elle a le pouvoir de sauver l'humanité. Mais pour ce faire, elle doit vivre, bouger, marcher, sauf que pour le moment, elle est inanimée. La seule manière de rendre vivant ce petit monstre, c'est s'il y a du sang de la fille du forgeron qui tombe dessus. Alors elle s'est accidentellement piqué le doigt avec une aiguille, et une goutte de sang est tombée sur Monsieur le Monstre, qui s'appelle Pulgasari. Ce monstre aime beaucoup le métal, et il a la particularité de grossir à chaque fois qu'il en mange. Un peu comme un humain à chaque fois qu'il mange un Big Mac ou une pizza extra fromage. Donc après avoir mangé l'équivalent d'une Mercedes-Benz en métal, Pulgasari est devenu énorme et il a aidé les habitants du village à combattre leurs oppresseurs. C'était comme une partie de Clash Royale avec une équipe de chevaliers et une équipe de barbares accompagnée d'un golem. Wow, la ref. Donc évidemment, c'est l'équipe avec le golem qui a gagné. Après plusieurs batailles et explosions, on est en Corée du Nord, je rappelle. Pulgasari a réussi à sortir les villageois de la misère et grâce à lui, ils ont gagné face au nouveau roi et à son armée. Qu'est-ce que je viens de regarder? Honnêtement, ce film était trop long. Je l'ai commencé pendant 15 minutes et ensuite je me suis endormi. Pendant 1 heure. Et quand je me suis réveillé, c'était le générique. J'ai dû le recommencer du début. Et quand j'ai recommencé, cette fois, je devais me concentrer. Donc je l'ai mis en vitesse 1.5. Oui, c'est rapide. J'ai speedrun le visionnement. Par contre, pour un vieux film, c'était pas si pire que ça. Il y avait quand même de l'effort dans les décors, dans l'environnement, dans les effets spéciaux. C'était pas si pire pour un film de 1940. Non, c'était un film de 1985. Alors vraiment, si on compare un film américain de cette époque, c'était claqué. Surtout les effets spéciaux, ça faisait dur. Par contre, au moins dans le film, ils ont pas toujours utilisé des effets spéciaux. Parfois, ils ont utilisé des vraies explosions et des vrais missiles. Et ça, c'était des explosions bien réelles. On se demande pourquoi.
J'ai regardé ce film sur YouTube en version 4K remasterisée 5 fois, et même à ça, la qualité n'était vraiment pas très bonne pour l'époque. Je sais pas, c'était peut-être des fichiers maxi illégaux qui ont été transportés de la Corée du Nord à la Corée du Sud dans une petite clé USB, et qui ont ensuite été mis dans un bateau qui a fait le tour du monde pour se rendre jusqu'aux États-Unis. Et en chemin, la clé USB est peut-être tombée à l'eau, un requin l'a peut-être mangé et évacué, puis un pêcheur de la Californie l'a peut-être pêché, et il l'a mis dans son ordi et ça a donné ce que ça donnait. Mais sinon, c'était quand même un film très divertissant et le fun à regarder. Je dis ça pour éviter d'avoir tout problème avec le gouvernement nord-coréen. Alors je lui donnerai la note de 2 étoiles sur 5 et sur ce, passons au prochain film. La fille aux fleurs. Ce film nord-coréen est sorti en 1972 et réalisé par Choi Ik-kyu. Bon, enfin un film de la Corée du Nord pas fait par son propre dictateur. Laissez faire, ça a été écrit par Kim Il-sung, le premier des Kim pour ceux qui suivent pas. En gros, Kim aurait écrit ce scénario dans les années 1930 quand il était emprisonné par les Japonais. Parce qu'à l'époque, il faisait partie d'un groupe de résistants à l'occupation japonaise en Corée. Et oui, de 1910 à 1945, la Corée, qui n'était pas encore divisée, était sous le contrôle de l'Empire du Japon. Au début, ce texte qu'il a écrit était une pièce de théâtre d'opéra qui mettait en valeur des idéologies nul autre que le communisme. Sauf qu'on connaît bien les Kim maintenant, ils ont toujours été passionnés par le cinéma. Donc pour faire un peu de propagande, le dictateur a décidé de faire une adaptation cinématographique de sa pièce de théâtre. Et il n'avait pas tort. Ce film a connu un immense succès dans le pays, et même à l'étranger, notamment en Chine. Ce film a cependant été interdit en Corée du Sud, parce qu'il est considéré comme la propagande communiste et un symbole de l'ennemi. Et vous comprendrez bientôt pourquoi. La fille aux fleurs a fait de son actrice principale une vraie star du cinéma en Corée du Nord. Une vraie icône, tellement qu'elle est représentée sur les billets de banque nord-coréens. Ça c'est aberrant, non? Mais t'imagines, sur nos billets de 100$, on avait Darth Vader, ça serait insane, je me plaindrais pas. Après avoir réalisé ce film, le réalisateur a poursuivi sa carrière avec d'autres succès, sauf qu'il a été ensuite exilé. Pourquoi? Ben parce que le réalisateur Shin Sang-ok et sa femme seraient enfuis du pays alors qu'ils étaient sous sa direction. Non mais tout est relié en Corée du Nord, c'est fou ça! C'est parti pour le regarder. La fille aux fleurs raconte l'histoire d'un gars, non idiot d'une fille, c'est dans le titre, une jeune fille du nom de Kotpon, qui a une mère malade, un père mort, un frère en prison et une sœur aveugle. Ça porte bien en vie, wow. Elle vit donc qu'avec sa sœur et sa mère et ils ont à peine assez d'argent pour manger. C'est pourquoi Kotpon doit vendre des fleurs pour accumuler de l'argent afin de payer les médicaments de sa mère malade. Sa mère, elle, pourquoi elle ne rapporte pas d'argent? C'est parce qu'elle est endettée, donc elle est obligée de travailler gratuitement pour un couple japonais bourgeois, très méchant et cruel. C'est à cause de cette femme d'ailleurs que la sœur de Kotpon est devenue aveugle quand elle était petite. Elle s'est fait slap par la femme, c'était terrible. Donc tout le long du film, la mère de Kotpon travaille et elle s'affaiblit progressivement jusqu'à mourir à cause de sa maladie. Kotpon va donc partir chercher son frère en prison parce qu'il n'a plus rien pour survivre avec sa petite sœur. Mais en arrivant à la prison, elle apprendra que son frère aussi est mort. Là, c'est le choc. Elle tombe, elle court, elle pleure et elle finit même par se perdre sur son chemin. Quand elle revient finalement à la maison, c'est sa sœur qui n'est plus là. Et on lui raconte qu'elle a été enlevée par un ami des méchants bourgeois. Donc elle va faire un 1v2 contre le couple, qu'elle perd, évidemment. Quelques temps après, un groupe de personnes arrivera, tous groupés comme s'ils faisaient une révolution. Dans ces gens, il y a le frère de Kotpon, qui n'était pas réellement mort en prison, et la petite sœur de Kotpon qu'il avait retrouvée sur son chemin. Ensemble, ils sauveront Kotpon. Et après avoir chassé les méchants bourgeois, ils commenceront une révolution contre les Japonais. Ok, j'avoue l'histoire était nulle. C'était dur à raconter, il se passait pas grand chose dans le film. C'était un film super lent, tellement que je l'ai pas regardé en vitesse 1.5, mais en vitesse 1.75. On avait plus rien à foutre. En vrai, le scénario était plus complet que le dernier film, les personnages étaient mieux développés, mais ils faisaient trop pitié. Ils étaient constamment en train de souffrir, c'était misérable. Dans un film, habituellement, faut que tu ressentes de l'empathie, non de la pitié. Sauf que là, j'ai juste ressenti de la pitié tout le long. C'était tragique. Non mais pour vrai, je m'étais cuisiné un poulet aux arachides et je me sentais mal de le manger devant le film. J'ai attendu que le film soit fini avant de le manger. Il y avait des scènes que c'était tellement mal faites que c'en était drôle. Surtout quand Kotpon se fait frapper. Bon, c'est pas ça qui est drôle. Mettez-moi pas dans la sauce, mais c'est la manière dont elle tombe par terre. C'est tellement pas réaliste, c'en est trop drôle. La position qu'elle fait, elle est vraiment pas naturelle. Et ce film est probablement le plus ironique que j'ai jamais vu parce qu'il contient des phrases telles que la faim transforme n'importe quel homme en criminel. Je vous rappelle que celui qui a écrit ce film, c'est le dirigeant d'un pays qui a subi l'une des plus grandes famines de l'histoire. Et ça, causé par nul autre que son fils. Il aurait fallu qu'il montre ses films à ses enfants. Merde. C'est juste ça qu'il a oublié de faire en tant que père. Ah, et la fin du film m'a vraiment fait rire parce que les personnages ont décidé de commencer une révolution contre les Japonais pour, et je parle dans leurs propres mots, construire une nouvelle société sans capitaliste. Ah ouais, c'est super discret comme message. Ça serait pas de la propagande par hasard? Donc pour ce film, je mettrais un... Ouais, je me protège. Je mettrais un 2.5 sur 5. C'est pas fou, mais c'est le meilleur jusqu'à maintenant. Envoyez-moi pas en prison nord-coréenne, s'il vous plaît. Donc on était maintenant rendu au dernier film de cette vidéo. Le journal d'une jeune nord-coréenne. Ce film nord-coréen est sorti en 2006 et comparativement aux autres, aucun dictateur ne participait à sa production. Yeah, enfin! Mais je l'aurais pas mis dans cette vidéo s'il y avait rien à raconter à son sujet. Préparez-vous. Parce que selon moi, vous l'aurez vu, j'ai arrêté de rire, c'est l'histoire la plus tragique et la plus triste de cette vidéo.
Mon micro allait tomber, j'ai paniqué. Et quand je dis l'histoire, c'est pas l'histoire dans le film, mais l'histoire du film. L'histoire de sa création et ce qui s'est passé une fois qu'il est sorti. Ce film met en vedette une nouvelle actrice du cinéma nord-coréen, Park Mi-young. Déjà, faut savoir dans ce pays, pour devenir une actrice, il faut forcément que tu viennes d'une famille importante. Si tu viens d'une famille pauvre, ce sera impossible pour toi de percer dans le cinéma. Park Mi-young était alors la fille du député ministre des Affaires étrangères du pays. Donc disons que ça a aidé pour sa carrière, même si ça a aucun rapport avec le cinéma. C'est le pouvoir qui compte. Alors voilà, elle a été choisie comme actrice principale, le film a été tourné, tout s'est bien passé, j'ai pas l'anecdote. Il s'est rien passé de choquant pendant la production du film, mais c'est après sa production que l'histoire du film est devenue intéressante. En effet, à sa sortie, le film a attiré l'attention de Kim Jong-il, le chef du pays. Et ce film, il a apprécié, tellement qu'il a suggéré à tous les citoyens de la Corée du Nord. Sauf qu'un dictateur, ça ne suggère pas. C'est un ordre. C'était un devoir national. Donc évidemment, en Corée du Nord, vous allez vous en douter, tout le monde a vu le journal d'une jeune nord-coréenne. C'était devenu un classique du cinéma, mais quel chef-d'œuvre! Je commence à avoir hâte de le regarder. Donc Park Mi-young, l'actrice principale, est devenue une star au pays. C'était comme une Beyoncé de la Corée du Nord. Avec ce succès, Park avait beaucoup de prétendants, d'admirateurs qui voulaient la marier. Elle s'est donc mariée à un fils d'un homme important du pays, un ami de Jang Song-taek. Je sais pas si je dis bien son nom, j'ai pas l'habitude, où j'habite les gens s'appellent Roger ou Ginette. Mais ce Jang Song-taek, c'est tout simplement l'oncle de Kim Jong-un. Et ce lien quand même éloigné a une importance, vous verrez. Un jour, cet oncle dont le dictateur avait entièrement confiance, l'aurait supposément trahi. Selon Kim Jong-un, son oncle est un traître. Et maintenant, ce n'était plus son oncle, c'était son ennemi. L'ennemi du dictateur de la Corée du Nord. C'est un titre que j'ai pas envie d'avoir personnellement. Et quand on devient l'ennemi de Kim, qu'est-ce qui arrive? On se fait exécuter. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça part très vite, il y a pas de discussion. Sauf que dans ce pays, quand tu commets un crime, c'est pas seulement toi qui payes pour tes actions. C'est aussi tes proches, ta famille et tes amis. Vous comprendrez où est-ce qu'on s'en va si vous suivez. Alors les recherches seront faites et Park Mi-young, l'actrice de notre film, sera perçue comme reliée à cette affaire. Parce que je vous rappelle, son beau-père est un ami de l'oncle qui a trahi Kim. Ça part quand même loin. Alors la jeune femme sera envoyée dans un camp de concentration. Parce que oui, ça en Corée, ça ressemble un peu à des prisons. Ben, en fait, c'est des prisons, même un peu pire. Les conditions de vie ne sont pas super. Et donc elle y sera envoyée pour faire du travail forcé et pour y rester pour le restant de ses jours. La même femme qui quelques années plus tôt était une actrice à succès qui excellait dans le cinéma. L'histoire pourrait se terminer là, ça serait malheureux, mais ça l'est encore plus. La jeune actrice qui voulait s'éviter toute cette souffrance dans le camp dont elle était parfaitement consciente, elle décidera de sauter du véhicule qui la transportait vers le camp, ce qui lui coûtera finalement la vie. C'est parti, regardons ce film. Le journal d'une jeune nord-coréenne raconte l'histoire d'une adolescente, Son Ryun, qui habite avec sa mère, sa petite sœur et sa grand-mère dans une maison. Son père est absent parce qu'il travaille toujours. C'est un scientifique qui fait des recherches dans une usine loin de leur maison. Elle le voit alors que quelques fois par année. Plus le film avance, plus on voit comment l'absence de son père l'affecte. Le plus grand rêve de Son Ryun, c'est d'habiter dans un appartement dans un gros bloc. On n'a pas tous les mêmes rêves, hein. Un jour, sa mère tombera malade parce qu'elle a attrapé le cancer. Donc Son Ryun ira chercher son père à son travail pour qu'il vienne voir sa mère à l'hôpital. Sauf qu'elle sera déçue de son père quand elle le verra au travail. Parce qu'il était en abyssal dans une usine. Elle pensera alors que son père est un loser et pas un vrai scientifique, donc elle pleurera et blablabla. Mais en fait, on comprendra ensuite que les expérimentations à l'usine, ça faisait seulement partie des recherches de son père. Et que c'est vraiment un boss level 100 en réalité. À la fin du film, son père terminera enfin son projet scientifique. Et Son Ryun apprendra que la nation est plus importante que la famille. Et elle sera ravie d'apprendre que son père l'abandonne pour satisfaire les projets scientifiques du gouvernement. Non, c'était pas une blague mon résumé. La morale, c'était vraiment que parfois, faut se sacrifier, faut laisser la famille de côté pour servir la nation et le gouvernement. Mais ouais, à part ça, c'était clairement le film le plus complet des trois. Même s'il se passait pas grand chose, c'était regardable. C'est rendu à cause de ces vidéos-là, je suis habitué à regarder des films nuls. Je dis même plus que c'est bon ou mauvais, je dis c'est regardable. Ce film, je l'ai regardé en vitesse normale. Une première pour la Corée du Nord. Au début du film, il y a une statue et j'ai catché un peu après qu'on voyait cette statue à chaque début de film nord-coréen. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est là. Sinon, il y a des scènes qui sont drôles dans le film, comme dans l'une des scènes, la fille, elle a une dispute avec l'une de ses camarades de classe, et pour régler ce conflit, elles décident qu'elles vont faire une course. Elles ont genre 16 ans, ça n'a aucun rapport de faire ça. Par contre, c'est un très bon moyen de régler des conflits. Kim devrait en prendre exemple. À un moment, dans l'une des scènes, on est dans une classe d'école, et on voit sur le mur des photos des dirigeants du pays. J'imagine que c'est normal dans les écoles en Corée du Nord, mais je trouvais ça drôle comme détail. Par contre, il y a un truc que je comprenais pas à la première seconde du film. Dans la première scène, on voit une fille en train de marcher avec un sac à dos d'école sur le dos, et sur ce sac à dos, il y a Mickey Mouse. Je pensais que la Corée du Nord interdisait tous les symboles occidentaux. Soit c'est une erreur ou bien c'est un message. Peut-être que la Corée du Nord veut se rapprocher de nous. Ça me surprendrait. Dans le film, on voit aussi des personnages souvent en train de manger, comme si on essayait de prouver quelque chose. Donc je mettrais une note de 3 sur 10. C'est le meilleur film nord-coréen que j'ai vu de toute ma vie. Alors si cette vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu et abonnez-vous. Et dites-moi en commentaire, je devrais regarder les films de quel autre pays pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao tout le monde.